Bonjour à tous, je suis Olivier Pierre Noël et je vais m'occuper de la modération de cette table ronde. Alors je vais présenter les personnes autour de moi. Il y aura 2 personnes en plus sur Skype, donc c'est le joli bruit que vous entendez. Donc à ma droite, j'ai Karine Grasset qui s'occupe de la sélection suisse à Avignon Off. Approximativement. Tout ce que je vais dire, c'est voilà. Elle va me confirmer après ou dire l'opposé. J'ai Pierre-Yves, Charlois, voilà, qui a une structure qui s'occupe du spectacle vivant en Bretagne et qui crée des coopérations pour la diffusion des spectacles en engageant des partenariats à long terme. À ma gauche, j'ai Renato Lombardo qui nous vient d'Italie. C'est un Sicilien de Milan et qui a créé il y a 3-4 ans maintenant le Milano Off, donc un festival type Fringe en Italie. Voilà, ce qui est tout nouveau. Et puis nous avons Nixon qui fait partie le grand chef du conseil d'administration de Festival et compagnie, donc pour le festival Off d'Avignon. Voilà. Alors le sujet de notre rencontre aujourd'hui, c'est de voir dans quelle mesure un spectacle peut s'inscrire dans un parcours international par l'intermédiaire des festivals de type Fringe ou Off et des salons. Alors là, je vois Juliane qui apparaît à l'écran. Donc je le présenterai tout à l'heure. Donc on est en train d'établir la connexion Skype. Là, je vois qu'il me fait signe. Donc a priori, il me voit ou il m'entend. Et donc je vais commencer en proposant à chacun des intervenants de se présenter rapidement. Et je vois Robin aussi qui me fait un petit signe de la main, ce qui est bon signe. Et bientôt, je pense qu'on va les entendre. On va pouvoir vérifier qu'ils nous entendent. Je vais en profiter pour les présenter. Donc, je n'ai pas le retour à l'écran, mais je pense que ça doit s'afficher. Oui, ça s'affiche. Donc, à gauche, vous aviez Juliane. Je ne vois pas, mais je vois les Édimbourgeois. Ah, bonjour Juliane. Tu nous entends? Bonjour. Ok. Je vous entends. Ok, super. Donc à gauche, vous avez Juliane Caddy qui s'occupe du Brighton Fringe, donc cette jolie ville balnéaire qui est très active, juste à 1 heure au sud de Londres. Et à droite, vous avez Robin qui s'occupe du Participants Office au Edinburgh Fringe Festival. Donc qui doit être en ce moment en Écosse. Voilà. Donc je vais vous donner la parole en premier en vous demandant de présenter rapidement votre festival et comment vous pouvez... oui, d'abord présenter votre festival. Je vais commencer par Robin. Hello. I'm sorry, I don't speak French. Oh, yes. Sorry, Robin. Could you briefly introduce the Edinburgh Fringe Festival? Yes, of course. First of all, I just want to introduce my colleague Katie, who works with me at the Edinburgh Fringe. So the Edinburgh Festival Fringe is the largest festival in the world. We've been running this will be our 71st year this year. We've been running since 1947. Excuse-moi, je t'interromps, je vais juste... Sorry, Robin, I'm going to interrupt you. I just want to check that everybody understands. Est-ce que tout le monde comprend en anglais ou est-ce que vous voulez que je traduise un petit peu? Avec les casques, ça verra? OK. Sorry, everybody understands because they have headsets with the translation. So you can continue. Sorry. Yes. So as I was saying, the festival started. I don't
rebellion. 8 companies turned up to perform in Edinburgh on the back of the inaugural Edinburgh International Festival, which was an initiative established by the UK government to repair cultural relationships with the Allied nations after the Second World War. There were 8 companies who decided that it was great that this festival was happening, but they wanted to be involved too. They had been invited, so they just came to Edinburgh and I think we are losing you a little bit. There's probably a network connection problem. Sorry, Robin. We have a technical problem. We're going to launch it again. In the meantime, I'm going to speak to people here. Donc je vais parler avec. Je vous entends, moi. Demander aux personnes autour de moi de se présenter. Je vais passer à Julian et peut-être qu'on va les faire l'un après l'autre au lieu de les faire les deux en même temps. Parfois ça coupe quand on a trop de monde sur le Skype. Hi Julian. Oui, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu veux te présenter le Festival Fringe en 2 minutes aux gens qui nous accompagnent aujourd'hui? Avec plaisir. Le Festival Fringe de Brighton était conçu en 1967, qui a été créé avec le festival le IN, c'est l'équivalent du OFF, quoi, de Brighton. Et c'était inspiré par Édimbourg, tout comme Avignon, avec cet esprit d'ouverture pour offrir une plateforme pour les artistes qui n'étaient pas invités au Festival IN. Le Festival Fringe de Brighton est maintenant le plus grand festival d'Angleterre, qui ne comprend pas l'Écosse. Donc on a maintenant environ 1000 shows dans 166 lieux. On a reçu environ 570 000 personnes cette année. Ok. Merci pour cette présentation rapide. Je vais demander maintenant aux personnes autour de moi de se présenter, en commençant par Karine Grasset. Bonjour. Moi, je ne représente pas un festival, mais je représente des organisations qui ont décidé d'investir un festival pour présenter des artistes. Je m'occupe de la Corodis, qui est la Commission romande de diffusion des spectacles, qui est un organisme de soutien à la diffusion pour la partie francophone de la Suisse. Et on s'est associé avec Pro Helvetia, qui est la Fondation suisse pour la culture, qui a pour mission de soutenir la création et la diffusion de production suisse au niveau national, dans toutes les régions linguistiques et entre les régions linguistiques. Et en s'associant Corodis et Pro Helvetia, on a créé la Sélection Suisse en Avignon, qui est donc un dispositif qui a pour objet de présenter une sélection de spectacles suisses dans le Off d'Avignon, avec un dispositif assez particulier, puisqu'on a choisi de ne pas investir un lieu, mais d'investir différents lieux, de collaborer en fait avec des lieux du Off existants, de nommer une direction qui fait une sélection artistique, donc il y a une direction artistique à cette sélection, et puis d'investir sur la promotion de ces spectacles, mais peut-être que j'y reviendrai dans le détail un petit peu plus tard. Voilà, je vais passer la parole. Bonjour, Pierre-Yves Charlois, je travaille à Spectacle Vivant en Bretagne. Spectacle Vivant en Bretagne, c'est l'agence régionale en Bretagne, créée par la région Bretagne et la DRAC Bretagne, pour accompagner le développement des équipes artistiques de Bretagne hors Bretagne, donc prioritairement au national et à l'international.
De la même manière, on intervient en aidant financièrement la mobilité, la diffusion, au national et à l'international, dans des endroits qui nous semblent être leviers. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour faire béquille financière, on est bien là pour faire levier. C'est un partenariat avec les équipes artistiques. Et donc de la même manière, on réfléchit avec les professionnels de Bretagne à considérer toujours l'exigence artistique du projet qui nous est soumis, la qualité du contexte de diffusion, et pour être sûr que d'aller jouer à cet endroit-là, à ce moment-là, avec ce spectacle-là, ça peut avoir un effet levier, et la qualité de structuration de l'équipe artistique qui nous fait la demande pour être sûr que si ça marche, elle puisse aussi capitaliser et bénéficier de cela. Je reviendrai un petit peu plus tard sur la manière dont on travaille plus particulièrement les salons et ou les fringe, festival off et compagnie. Donc je passe la parole à Renato Lombardo. Bonjour à toutes et à tous. Alors, les Milano Off, ça fait 2 ans et c'était un festival nécessaire pour nous pour comprendre bien la nécessité de faire de l'art et faire comprendre à la gente, d'être plus proche à la gente. Parce qu'à différence de votre structure et de votre pays, l'Italie, c'est pas encore tout à fait évident, les marchés off et les côtés indépendants. En fait, Milan, c'est la ville qui a beaucoup de théâtres. Surtout, il y a le théâtre Piccolo qui a 45 000 abonnés. Et après, il y en a beaucoup d'autres, des IN. Et après, il y a vraiment beaucoup de petits théâtres et beaucoup de compagnies haut niveau. Mais l'Italie, encore, c'est pas encore éclairé le côté off et indépendant. Alors, j'ai senti la nécessité de ramener à Milan et en Italie quelque chose qui peut apporter plus proche à la gente qui ne va pas au théâtre aussi, pour chercher un nouveau public et aussi mettre en relation toutes les compagnies italiennes et les théâtres qui fait vraiment difficulté, les petits théâtres off à survivre. Et mettre aussi la gente dans la condition de comprendre quand c'est l'importance du théâtre et de l'art. En fait, les sous-titres du théâtre de Milano Off, et c'est Milano Off, et, le festival de l'art performative et de théâtre off pour l'augmentation du bonheur national brut. En fait, en Italie, on dit la felicità interna lorda. C'est le produit interne lordo et on met en valeur le bonheur comme valeur nationale qu'on ne se rend pas compte. En plus, on met en relation, Milano c'est une ville un peu... Et ça, c'est un côté pour être plus proche de la gente qui ne va pas au théâtre, pour chercher un nouveau public et faire sa démarche. En plus de mettre en démarche des marketing territorial. C'est-à-dire que les théâtres, ils sont des lieux qui font des cultures, oui, mais font aussi de l'économie, dans la ville et dans les quartiers surtout. Nous recevions 100 personnes, un petit théâtre, mais 300, ça fait dire 30 000 personnes qui arrivent au théâtre, ça veut dire 30 000 personnes qui achètent au bûcher, qui va au café. Et ça bouge en économie, qui en fait, tous les quartiers, il y a de bonheur, sauf qu'au théâtre. Et alors, on a mis en place une carte, que c'est la carte pour le bonheur national brut, qui donne aussi des avantages au théâtre liés aux quartiers. Et ça, c'est l'idée du festival, d'être proche à la gente. Et après, on verra les compagnies, parce que vous êtes beaucoup organisés, il y a des choses qui sont encore là, il faut comprendre pourquoi on y va à faire du théâtre, et le public, et s'il arrive, il n'arrive pas, avant de monter le projet. Non? C'est donne la satisfaction ou donne de la frustration. C'est ça notre idée. Merci. Merci. Voilà. Bonjour. Alors moi je vais pas le présenter le off parce que normalement nous sommes dans le off et on est censé le connaître. Non, bien sûr que je vais dire quelques mots sur le off, mais je vais surtout vous parler du travail que menons au sein du CA, l'équipe permanente. Une réflexion qui date quand même, mais qui était difficile à mettre en place, mais on y arrive tout doucement, la question internationale. Donc je vais vous parler de 4 jours du Focus et aussi du Campus international qui démarre cette année.
Et puis aussi, je dirais quelques mots peut-être aussi avec ma casquette de producteur-diffuseur et par le fait que de temps en temps je voyage, notamment dans le pays des Balkans, donc peut-être ce sera intéressant aussi d'évoquer un petit peu cette partie-là. Voilà. Merci. Donc, ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est d'essayer de voir comment on peut trouver un petit peu un parcours international à travers les festivals comme le Festival d'Avignon Off, les équivalents à l'étranger. Et donc, je vais commencer en posant la question à Robin du Festival Fringe d'Édimbourg. En lui demandant quelles sont les opportunités pour, par exemple, une compagnie française au festival d'Édimbourg. Robin, we're here to talk about opportunities of theater companies in fringe festivals all around the world. And so my question for you is what can a French theater company expect at Edinburgh Fringe? Well, Edinburgh is not only one of the performing arts marketplace in the world. We have over 1,200 delegates ranging from agents, scouts, promoters, presenters and everyone in between who come to Edinburgh each year looking for new artists and companies to work with, form collaborations with, or just start new relationships with. So it really is a platform, a showcasing platform for international artists from across the world. And we like to offer a range of services and support to be able to help artists make those connections and make sure that the life of their show can go on beyond Edinburgh and connect with venues and presenters around the world. So it really is a fantastic opportunity. They have an opportunity like no other. To really get in front of people that they might be able to meet in different festivals or at different points of the year. Okay, thank you, Robin. I have the same question for Julian. Julian, par rapport à Brighton, au Fringe de Brighton, quel serait un petit peu le parcours d'un spectacle français à Brighton? Brighton, c'est aussi un festival ouvert, tout comme le Festival of Avignon et à Édimbourg. Ce que on peut trouver à Brighton, c'est un festival un petit peu moins étouffant que Avignon ou Édimbourg, bien moins chaud. Et c'est pas pendant des grandes vacances non plus. Donc c'est un festival avec moins d'étudiants, c'est plus visé aux professionnels. L'âge des participants c'est un petit peu plus élevé. Et on est la proximité de Londres aide beaucoup aux programmateurs et producteurs de venir de Londres à Brighton entre les deux. Donc c'est un festival qui on peut de façon centrale. On a créé des saisons internationaux. Donc, je travaille avec l'Institut français, je travaille avec le Goethe Institute, les Pays-Bas, le Finlande, donc les pays nordiques, pour créer des saisons où on peut créer un showcase pour des pays étrangers, pour présenter un petit pas un clin d'œil, échantillon, voilà, c'est le mot, un échantillon de ce qui se passe dans le pays actuellement. Donc on participe beaucoup avec
the World Fringe Alliance. Donc c'est un network qui comprend Adelaide Fringe, Perth Fringe, Prague, le Festival national d'Afrique du Sud, le Cape Town Fringe, Amsterdam Fringe, Festival d'Édimbourg, le Fringe d'Édimbourg, Brighton, New York et Hollywood. Donc 10 festivals fringe avec lesquels on travaille très, très prochement. D'accord. Oui, alors juste moi, étant familier de Brighton et d'Édimbourg, c'est vrai que s'inscrire dans des focus, dans des saisons autour d'un pays, c'est vraiment un atout qui est formidable parce que ça regroupe tous les outils de communication et donc le public est intéressé à voir dans l'ensemble pas mal de spectacles français ou pas mal de spectacles allemands. Et ça, c'est vrai que créer des connexions en général avec d'autres spectacles qui viennent de la même origine, ça crée, disons, une surface de communication qui est plus importante et qui permet de rencontrer plus de public et plus de professionnels. C'est un peu comme Avignon avec la maison belge ou vous avez toujours la maison de Belgique à Avignon. Non, peut-être pas. Au Théâtre des Dons, me dit-on. Au Théâtre des Dons, voilà. Donc vous avez aussi chaque région ou département, ils ont des lieux à Avignon. C'est un peu comme ça, non? Oui, souvent effectivement. Je ne sais pas si c'est le cas. Édimbourg, c'est pas le cas. On a il y a quelques agences régionales qui ont des relations privilégiées avec certains théâtres ici à Avignon. C'est pas un cas général, mais ça arrive. Et, effectivement. Je vais demander à Karine comment elle voit le parcours international d'une compagnie par l'intermédiaire des fringes. Disons peut-être que si je prends notre exemple à nous, je peux vous expliquer quelle importance ça peut représenter, c'est-à-dire que pour les productions francophones de Suisse, le territoire est minuscule, c'est le territoire qui n'est même pas équivalent à une région française, c'est assez tout petit. Donc une fois qu'on a joué dans 5 villes en Suisse romande, on a fait le tour. Le reste du pays n'est pas francophone, donc la diffusion d'un spectacle francophone devient compliquée. Donc la nécessité de sortir, elle est évidente et elle est importante. Après, à l'origine de notre projet, d'abord on a observé des compagnies venir se produire dans le Off d'Avignon et on s'est assez vite rendu compte que c'était compliqué pour elles parce qu'elles n'avaient pas les épaules des petites compagnies indépendantes de porter la promotion, d'avoir le réseau, les connexions pour, à part certaines qui pouvaient être accompagnées par des agences françaises. Mais autrement, c'était compliqué pour ces compagnies-là de profiter vraiment de leur visibilité, enfin d'avoir une vraie visibilité ici en fait, et de profiter de l'effort qu'elles faisaient, de l'effort à la fois humain, financier, enfin que vous connaissez très bien, que ça représente pour une compagnie indépendante de venir ici. Finalement, il y avait souvent peu d'écho et peu de conséquences parce qu'elles n'avaient pas les épaules pour faire l'effort nécessaire. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est déterminé à les accompagner, mais du coup, à définir, nous, le cadre dans lequel ça allait se passer. Et à partir de là, l'enjeu d'un festival comme le Off d'ici, j'imagine que je suis encore jamais allée à Édimbourg ni à Brighton, mais j'imagine que c'est le même enjeu, c'est d'être repéré, c'est d'obtenir une visibilité. Oui, bien sûr. Comment est-ce qu'on fait pour, parmi les 1400 spectacles, exister? Donc, nous, on a décidé effectivement que c'était là qu'on devait mettre l'effort et que pour avoir une visibilité, il fallait un certain crédit professionnel. Pour ça, on a décidé de faire une sélection et d'avoir une direction artistique. Donc, c'est une programmation. Ensuite, on a considéré qu'il était important que les spectacles choisis soient présentés dans des bonnes conditions. Donc, on a décidé de collaborer avec des lieux qui permettaient d'être le bon lieu pour le bon projet. Typiquement, pour la danse, on collabore avec le CDC Les Hivernales, etc.
Et ensuite, on s'est dit que l'important, c'était pas... C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'être suisse pour être intéressant et faire venir le monde. Donc on s'est dit que d'avoir une maison suisse maintenant, ça pouvait être intéressant à une époque quand les Belges l'ont fait, mais c'était il y a 20 ans, plus de 20 ans. Maintenant, ça ne suffit pas pour faire venir du monde. Donc on s'est dit que c'était plus intéressant de collaborer avec des lieux et de mettre nos forces et nos moyens financiers dans les forces vives qui allaient donner de la visibilité, faire venir la presse. Et surtout, l'autre aspect très important pour nous, c'était accompagner les équipes artistiques pour que ce soit une expérience qui leur permette de grandir dans leur... comment dire, que ce soit une expérience entre guillemets qui leur apporte une professionnalisation supplémentaire dans cette expérience de la diffusion en fait. Donc elles sont accompagnées par des chargés de diffusion françaises qui les introduisent auprès d'un certain réseau, qui les accompagnent dans la réflexion de cette démarche, comment on se prépare à Avignon, comment on enchaîne après Avignon, qui les accompagnent dans tout ce processus. De sorte à ce que, d'une part, les équipes, elles gagnent ici une visibilité professionnelle qu'elles n'auraient jamais en Suisse, parce que faire venir des programmateurs en Suisse, c'est pas gagné. Et ensuite, qu'elles puissent en tirer un bénéfice en termes professionnels, en dehors de la question, évidemment, de la diffusion, d'en tirer un bénéfice en termes de date de tournée. Voilà. D'accord, justement, je rebondis là-dessus parce que dans le cadre de ce parcours qui passe donc par une sélection artistique, un accompagnement, je voulais demander à Pierre-Yves comment en Bretagne, comment tes équipes s'occupent de la sélection artistique. Comment on définit un parcours national ou un parcours international? Est-ce qu'il y a des choix que vous faites? Est-ce que c'est plus du conseil que vous donnez aux compagnies et c'est les compagnies qui font leurs choix? Comment ça s'inscrit? Pas mal de questions. En fait, Karine a résumé un petit peu la manière dont Spectacle Vivant en Bretagne travaille. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un accompagnement sur mesure. Et que ça ne sert à rien de faire du marketing territorial en disant ici c'est la Bretagne et vous allez voir c'est génial. On n'attire pas les gens avec ça. Néanmoins, ce que vous venez de dire, Karine, pour moi c'est la question de la prescription. Et comment est-ce qu'aujourd'hui dans notre milieu, qui sont les prescripteurs et comment est-ce qu'on arrive collectivement à être prescripteurs? Et c'est ça en fait au fond la question des festivals off et ou des salons. C'est pas d'aller jouer pour aller jouer et en se disant que ça va marcher parce qu'on va acheter une attachée de presse. C'est ce que vous dites, c'est faire du sur-mesure, c'est du long terme et c'est s'entourer des bons prescripteurs. Les prescripteurs, ce sont à Avignon Off des théâtres qui ont une direction artistique et qui ont un staff technique et de presse qui tient la route. Il n'y en a pas tant que ça, on peut le dire. Dans le Fringe, je sais pas, je suis pas allé au Fringe, mais en revanche, je suis allé à la Tanzmesse de Düsseldorf, je suis allé au Synars à Montréal, je suis allé à la PAP à New York. C'est pareil, si vous voulez, c'est la foire d'empoigne. Donc, quels sont les prescripteurs? Et ça répond à ta deuxième question. Comment est-ce qu'on décide ça? En Bretagne, nous avons choisi de réunir une commission d'attribution des aides financières qui met autour de la table 29 professionnels. Alors 30, parce que je vais dire pour moitié. Donc 15 artistes ou représentants d'artistes et 15 directrices ou directeurs de structures de programmation. Et elle est pluridisciplinaire. Ça veut dire que 4 fois par an, ce sont les équipes qui viennent nous voir parce qu'elles ont une opportunité d'aller jouer. On peut arrêter. Le bruit, c'est... je sais pas. And again, it was probably no bigger than this. And he said, you can try printing it now, but apparently it's machines. Excusez-moi. C'est donc davantage en fonction des opportunités qui sont celles que les équipes se sont créées avec nous sur du conseil, sur du repérage, et à un moment donné, une sollicitation extérieure, viens jouer, où j'ai répondu, moi en tant qu'artiste, j'ai répondu à un appel à candidature pour présenter mon boulot à la Tanzmesse à Düsseldorf, je suis sélectionné, ou je fais la même chose pour le WOMEX par exemple, qui est un grand salon annuel des musiques du monde essentiellement, que là on va réfléchir à savoir encore une fois, 1, artistiquement tu tiens la route, 2, c'est quoi ce salon ou c'est quoi ce contexte de diffusion? Est-ce qu'il y a des pros? Tu as dit tout à l'heure, il faut pour que ça touche un maximum de public. Je vais être très violent, nous à notre endroit, c'est pas notre mission, on s'en fout du public. Ce qui m'intéresse moi comme public, c'est les professionnels. Parce que les professionnels sont des prescripteurs. Parce qu'on est dans un milieu où
la parole de pair à pair est prépondérante. Donc c'est ça qu'on cherche. Et je voulais simplement dire que quand tu parles de parcours, c'est évidemment un parcours de plusieurs années. C'est-à-dire que nous, les salons, on les a appréhendés en mode réseau. C'est une approche réseau. Parce que Monsieur de Brighton a bien dit que, par exemple, pour les fringes, il y a des réseaux de fringes avec l'Australie, l'Afrique du Sud. Mais c'est pareil, le CINARS, ils sont potes avec le TIPAM au Japon, ils sont copains avec la PAP à New York. Et tous ces salons-là sont partenaires financiers les uns des autres. Donc, si vous voulez, vous avez une double approche réseau. C'est-à-dire que si vous investissez un salon, ça veut dire que vous allez devoir investir d'autres salons si vous voulez être efficace dans la longueur. Et l'autre chose, c'est que comme ces gens-là travaillent en réseau, les gens qui fréquentent ces salons sont eux-mêmes en réseau. Donc une fois que vous en avez un, il faut continuer sur le long terme. Et c'est pour ça que repenser encore une fois l'export en mode salon, en mode one-shot, ça ne sert à rien. Le choix que nous avons fait à Spectacle Vivant en Bretagne en matière d'international, c'est de travailler d'abord la prospective, d'accord ? Qu'est-ce qu'on fait ? Qui on est ? Sur quoi on s'interroge ? Qu'est-ce qu'on a envie de faire ? OK, on explore. 2, on repère. Et là, on commence à faire de la coopération, parce que c'est la bonne personne au bon moment. Et 3, éventuellement, cette coopération débouchera sur de l'export. Donc, la manière dont on appréhende ces festivals salons, le OFF est un festival salon, le IN est un festival salon, ou les salons purs, 1, nécessitent de la visibilité, 2, d'autres faisceaux de prescription que le seul label de spectacle vivant en Bretagne ou que le seul label Village du OFF, et 3, un travail au long cours. Voilà la manière dont on travaille. Excusez-moi, je suis très engagé. Mais... oui, c'est parfait d'être engagé. À Milan, c'est un festival qui est jeune et donc qui s'inscrit, on va dire, dans la lignée des festivals off, mais qui a aussi sûrement ses particularités. Alors, je voulais un petit peu que tu nous parles un petit peu de ça, de comment le Milan s'inscrit dans l'ensemble des festivals off, s'il y a quelque chose de spécial. Oui, alors la chose de spéciale, ben non, parce que nous, on existe parce qu'on est à tout prix des festivals comme à Avignon, au Édimbourg, au Brighton. On a copié-collé les modèles que ça marche. En fait, au niveau international, c'est stupide d'inventer des choses que ça marche depuis plus de 70 ans. Et on a trouvé les portes ouvertes grâce à le partenariat de Debout, juste avant de commencer d'Avignon. Et ça, je remercie tous pour l'aide. Et l'inscription de Milan, en fait, il faut trouver un marché italien, surtout au début. Je veux dire, parce qu'il n'existe pas un vrai marché italien de l'off. Ça n'existe pas encore. Mais l'autre question, c'est comment on peut ouvrir à l'international. Je veux dire, cette année, on a suspendu le festival, juste parce qu'après 4 ans qu'on parle de festival international, de comment ouvrir, Avignon a ouvert ce sujet de focus international et c'était la manière pour faire le point et redémarrer après les 2 années que c'était des start-up en fait. Parce que la première année, on a vu 4 lieux et 12 compagnies comme marketing territoire, des Isola, c'est un quartier. Des compagnies italiennes la première année, oui. Et la deuxième année, on a vu 15 lieux et 50 compagnies. Et il y avait 3 compagnies étrangères, l'Orthodoxe venu d'Israël, Stones, un de Barcelone, un autre de la Suisse. Et on avait un côté international. Après cette année, on s'est dit, on va voir qu'est-ce que c'est les liens européens. Parce que c'est vrai que Milan, l'Italie, il y a besoin d'avoir un côté international. C'est pas seulement, vous avez de la langue. Il y a un marché francophone qui est très fort. Il y a un marché anglais qui est énormément fort dans le monde. Et ce que ça donne à une compagnie italienne d'aller à l'étranger. Et une compagnie hollandaise de parler en hollandais, en japonais, en irakien. Et alors, qu'est-ce qu'on imagine? C'est avoir un côté, un lien entre tous les festivals Fringe et Off qui mettent des lignes vraiment claires et en connexion parce que tout le monde il peut jouer sa langue sous-titrée.
On imagine un futur théâtre off, que chacun il porte sa culture, sa manière de porter l'art, sa manière de porter la parole avec les gestes, que c'est différent de la traduction faite d'une histoire turque en français. Ça doit dire en turc. Et pour nous, peut-être à notre âge, à mon âge, je pense, avec mes cheveux silver, c'est déjà un peu difficile d'apprendre, peut-être de suivre les sous-titres avec le théâtre. C'est déjà quelque chose un peu que je suis habitué depuis plus de 40 ans de voir comme ça. Mais peut-être que nos futurs, les jeunes, on peut déjà l'habituer maintenant. Et dans 10 ans, le théâtre sous-titré du monde peut être un côté international. Alors n'importe quoi, si tu viens de où, il y aura quand même la parole à différentes cultures, à la mise en scène originale. Si tu dis « ya », on dit « oui », on dit « yes », on dit « si », ce n'est pas la même chose. Ça veut dire la même chose, mais on ne dit pas la même chose. De la même manière, et c'est ça qu'on veut dire, le côté international du marché international, et c'est ça qu'on veut développer grâce à cette initiative ici, que ça démarre aujourd'hui. Alors ça c'est vraiment intéressant ce que tu dis, parce que c'est un enjeu essentiel de l'internationalisation des spectacles. C'est le verbal et le non-verbal. Traditionnellement, les spectacles que cherchent les tourneurs internationaux vont plutôt être des spectacles non-verbal. Et parce qu'il y a une réticence au surtitrage. Comme au cinéma, les Américains sont réticents au sous-titrage. Internationalement, il y a une réticence. Moi, ce matin, je suis allé voir le spectacle dans le cadre du campus international, qui s'appelle Audition, qui était en italien surtitré en français. Ça fonctionne très bien, malgré mon grand âge et peut-être ma vision un peu moins bonne. Mais je sais pas. Alors, ça serait intéressant d'avoir l'avis du côté de l'Angleterre et de l'Écosse pour savoir si un spectacle qui serait en langue étrangère, donc non anglaise, comment ça pourrait fonctionner. Alors, je vais poser. I'm going to ask you a question, Robin. This morning I saw an Italian theater piece in Italian with captions in French. It was very good. It worked perfectly. Maybe because in France we are quite familiar with the Italian language. But I wanted to know if what is your position about for example, a French theater show at Edinburgh Fringe in French with English captions. What's your reaction? I'm sorry, I couldn't hear you. The sound cut out. Could you repeat your question? Okay. My question is, what is your opinion about a French show at Edinburgh Fringe with English captions? No, it's. I think it comes entirely down to the artistic quality and integrity of the work. We have very experimental in Edinburgh, and with no before and have gone down equally well as a plain English text piece of work. I think it is down to what the artist feels that they're conveying. Obviously, if it's a very text-heavy, non-visual piece of work, then something will be fine. But visual, I think there is a certain amount of trust that artists put in their audience to explore that and to go along with them on their. Definitely think it's a barrier. They are so risk-taking that work with all nationalities. Sorry, Robin. We have a problem with our connection.
Okay, we're going to try You're going to have to say that all again, Robin. without seeing you, Hey? You're going to have to say that all again. just listening to you, and just in audio, without the video, and maybe the bandwidth will allow that to happen. Did you cut the video? On vous voit plus là. Ah, okay. Ouais. Robin, can you say it again? But the whole answer. Sorry. Sure. So I was saying that the audiences in Edinburgh are incredibly risk-taking, and they're very multicultural. So it really comes down to the artistic integrity of the work and what it is that artist wants to put across. Obviously, if it's a very text-heavy show, which visually doesn't convey too much, then subtitles would be useful for an Edinburgh-based audience. However, we tend to find that works from all nationalities and all languages, there's a little bit of trust that artists need to give the audience in Edinburgh to just trust them to go along on that journey. And we found that text and language really aren't barriers with the Edinburgh Festival fringe crowds, as they are so risk-taking and multicultural. Okay, thank you. Est-ce que tout le monde a compris la réponse? Oui, je vois pas de... Oui Okay. Il y a des gens qui me disent non parce que tout le monde n'a pas de casque, à ce que je vois. Voilà, si vous voulez avoir des casques pour avoir la traduction simultanée, ils se trouvent à l'arrière gauche de la salle, si vous voulez. Donc Robin disait que ça dépendait de la qualité artistique du projet, et ça dépendait à quel point le texte était important par rapport à la mise en scène, les déplacements et tout ça, et que aussi par expérience, le public d'Édimbourg est un peu réticent à ce genre de choses, c'est-à-dire à des pièces qui sont en langue originale sous-titrées ou surtitrées. Voilà, donc c'est un pari que fait la compagnie en choisissant ce modèle-là. Voilà, je pense que j'ai un peu résumé ce que disait Robin. Julian, du côté de Brighton, est-ce que un spectacle qui serait en langue française surtitré, quelle est ta position par rapport à ça? Ça a coupé, hein? Ok, je répète. C'est la même question que vous avez? Oui, c'est ça, c'est la même question pour toi en fait. La même question. Je dirais qu'à Brighton ainsi qu'à Edinburgh, en fait, et pourvu que ça soit clairement décrit ce qu'on va voir. On a souvent eu des pièces entièrement en français, ainsi que dans les autres langues aussi. C'est des spectateurs assez plutôt plus ouverts qui vont venir. À Brighton, c'est je dirais 65% des spectateurs viennent de la région. Donc on aura un petit peu moins de spectateurs internationaux qu'à Édimbourg. Mais toutefois, ça a marché assez bien avec des spectacles. Mais souvent, c'est des spectacles où c'est un peu comme le monsieur qui vient de Milan. Souvent des pièces des morceaux qui sont plutôt physiques, avec moins de paroles. Mais si on essaye de faire Tchekhov, les Trois Sœurs entièrement en français, ce sera peut-être un peu plus un challenge. D'accord. Ouais, c'est ça, c'est la situation actuelle. On est ici pour imaginer un futur. Alors, c'est ça la question que je veux poser à les grands festivals. Est-ce que vous aimeriez imaginer, rêver
d'un théâtre international mondial qui peut tourner un côté que vous souteniez. Parce que ça, c'est le but du théâtre, la connexion mondiale. Il y a le marché et il y a déjà un marché, anglais, français et tous. Ça va protéger, ça va comprendre comment monter un projet pour aller à un pays francophone, un pays anglais. Mais comment on fait, italien, à monter un projet pour aller venir chez vous? Comment faire en hollandais, en japonais? Alors, est-ce que vous voulez les grands festivals rêver avec tout le monde un côté mondial réservé, un peu protéger ce côté pour mettre l'intégration du théâtre mondial et aider ça? Parce que ça part de vous. Il n'y a pas de marché maintenant, c'est naturel. Mais on va à Paris, on verra. Parce que dans le futur, dans 5 ans, 10 ans, on aura de nouvelles dramaturgies, que ce sera pour ça. Il y aura un nouveau marché. Il faut Paris tous ensemble. C'est ça que je dis. Au moment, c'est normal. Je porte Chekhov en russe, sous-titré en anglais. Ouais, c'est dur. Par contre, il faut commencer. Et on est pionnière, c'est vrai. Et ça commence de première, il y a davantage après. On croit que ça, c'est un nouvel marché, que ça peut marcher. Pierre-Yves, par rapport à ça, toi, quand tu as une compagnie qui a un projet, qui vient te voir et qui a besoin d'avoir quelques conseils, quelques orientations sur la langue, le sous-titrage, comment elle s'inscrit internationalement, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? D'aller voir l'Institut français. On travaille de manière très étroite avec l'Institut français à Paris et puis dans beaucoup de pays dans le monde. Donc ce sont des gens très précieux qui connaissent évidemment bien mieux que nous les us et coutumes des professionnels sur place. Néanmoins, cette question du surtitrage, nous en sommes emparés. Et vous pouvez d'ailleurs aller voir à la manufacture EDA de l'ENAPOGAM qui est surtitré en anglais avec l'aide de Spectacle Vivant en Bretagne. C'est effectivement des choses auxquelles on commence à penser. Parce que sinon, on fait tourner du cirque, du théâtre d'objets et de la danse. Et la danse contemporaine, elle ne tourne pas tant que ça. Donc comment est-ce qu'on réussit à faire vivre les textes et les équipes de théâtre? Et par rapport à la traduction, je rebondis sur ce problème de la langue. Donc pour rester, on va dire, dans le même texte, mais traduit, peut-être avec la même prod, donc la même metteur en scène, même s'il y a un décor, même ensemble de création artistique, mais éventuellement avec une troupe différente, des comédiens différents. Est-ce que ça a un sens ce que je dis ou est-ce que je suis à côté de la plaque? Non, tu n'es pas à côté de la plaque. Mais c'est un projet différent. Pour les perspectives internationales, est-ce que ça... Mais ça, c'est à l'origine du projet. Enfin, tu peux concevoir ton projet comme ça, c'est-à-dire quelque chose qui va se refaire à chaque fois dans chaque territoire différent avec des comédiens différents. C'est ce que fait la compagnie des réseaux, par exemple, que vous pouvez voir à la manufacture au petit déjeuner à 9h. Ça, c'est un concept. Après, de travailler la traduction, il y a des experts de ça. En général, les boîtes qui font du surtitrage, parce que c'est de la technique aussi, s'entourent de traducteurs qui sont extrêmement compétents. Donc voilà, après c'est à voir. Enfin, tu vois, il n'y a pas de solution miracle. Encore une fois, je disais qu'on faisait de l'accompagnement sur mesure. Donc à chaque fois, ça va dépendre aussi du projet, ça dépend de la perspective. Vous parlez à 3 ans, à 5 ans, à 10 ans, c'est exactement les questions qu'on pose aux équipes artistiques. C'est quoi le scénario? Quel est l'objectif? Et quel scénario on construit? Quel scénario on imagine pour n'en choisir qu'un et mettre en œuvre ça? Donc c'est la coopération, c'est tout ce que j'ai raconté tout à l'heure sur cette approche réseau. D'accord. Karine, donc toi venant de la partie francophone de Suisse, tu as naturellement une orientation francophone. Plus naturellement, oui, pour le théâtre. On voit même que pour... Encore une fois, la danse, le théâtre d'objets, ça marche bien. Enfin, on arrive à aller en Suisse alémanique, par exemple. Mais pour le théâtre, c'est très difficile, même à l'intérieur de la Suisse, de franchir les barrières linguistiques. Donc le théâtre suisse roman joue difficilement en Suisse alémanique, par exemple. Donc effectivement, alors que Pro Helvetia a mis en place un dispositif justement de soutien au surtitrage et à la traduction, malgré ça, les programmateurs sont pas tellement tournés vers
vers la production francophone. Ouais. Et est-ce que tu as un petit peu de l'avis de Renato, c'est-à-dire un peu un militantisme pour forcer les barrières et puis continuer à essayer d'enfoncer le clou pour faire changer les mentalités? C'est quoi ta position? Mais j'ai l'impression que ça va avec l'air du temps, c'est-à-dire que les barrières, enfin, voilà, j'invente rien. Enfin, dans le sens, voilà, un exemple très bête. Moi, j'ai des garçons qui ont maintenant 17 ans. À 8 ans, ils jouaient en réseau sur Internet à des jeux en anglais alors qu'ils ne parlaient pas l'anglais. Il y a quelque chose qui est en chemin, j'ai l'impression, comment dire, que les choses traversent les frontières, en tout cas que les langues ne soient peut-être plus à ce point des barrières. En tout cas, moi, je vois par rapport même à ma propre génération, c'est très différent l'approche des langues étrangères. Donc, j'ai l'impression que c'est dans l'air du temps et qu'effectivement, il ne faut peut-être pas avoir peur de ça, puis plutôt accompagner ça, oui. Pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, c'est vrai que nous, on a l'exemple d'un spectacle. Alors, c'est effectivement un concept de départ. C'est Yann Duvendak qui a monté il y a quelques années un spectacle sur Hamlet. Alors, c'était une performance où il faisait jouer, il recréait en fait un procès. Et il y avait Hamlet, et il y avait quelques personnages clés qui jouaient les rôles de l'accusé ou de la partie plaignante, etc. Et puis il impliquait des acteurs du secteur judiciaire, des avocats, un juge, etc. pour rejouer le procès d'Hamlet. Et donc il a fait ça dans toutes sortes de pays, avec toutes sortes de systèmes judiciaires différents, et à chaque fois il devait réadapter son projet au système judiciaire, retravailler le concept avec une nouvelle équipe sur place. Et il l'a joué dans 12 pays différents. Enfin, donc là, c'était vraiment un projet qui était conçu pour s'adapter à chaque fois, mais effectivement, ça fonctionne. Ouais. Le concept était super bon, le projet était vraiment intéressant et ça marchait. Ouais. Je vais passer la parole à Nixon parce que il nous vient du Kosovo, donc naturellement il est international dans sa chair. Quelle est ta position par rapport à ça, l'international et la langue? Alors, je vais commencer par deux petites choses. Je vais rectifier deux petites choses. Avignon Festival et compagnie, ce n'est pas un salon, c'est un festival. C'est un festival et je vous donne... Non, je vais finir. J'ai pas dit que c'était un salon. J'ai dit que c'est un festival, mais que de fait, les gens viennent faire leur marché aussi. Oui, bien sûr. On peut le nier, mais je veux dire, c'est la réalité. Oui, mais en tout cas, dans la direction du festival et dans la position du festival, aujourd'hui, nous sommes positionnés clairement. C'est un festival et je vous donne pour preuve, et je vais revenir là-dessus un tout petit peu aussi parce que ça m'attriste ce point-là. Le public est le point majeur et il est au sein de notre projet, enfin, le point numéro 1 au sein de notre projet. Donc c'est quelque chose de très important et capital, à la fois dans le positionnement à l'international, mais artistique aussi. Et je vais revenir là-dessus. La deuxième chose, je ne suis pas d'accord de dire qu'il y a peu de lieux qui ont une direction artistique au festival. Il y en a beaucoup, beaucoup plus qu'on imagine. Et par contre, là où je suis, et peut-être c'est ce qui te fait dire ça suffit pas pour travailler à l'international. Ça suffit pas, ça c'est vrai. Ça veut dire que là, peut-être qu'il y a besoin que le festival travaille dessus. En tout cas, c'est notre idée pour l'instant. Je ne sais pas si c'est bien, mais en tout cas, c'est notre idée. C'est de travailler et d'accompagner des lieux qu'ils ont une volonté et ils ont fait des choix. Et que moi, je suis en admiration absolue parce qu'il y a des lieux qui font venir des équipes avec 30, voire 40 artistes au bout du monde. Mais quand ils arrivent ici sur place, ils voient qu'il y a un fonctionnement qui est extrêmement difficile. Déjà, pour les compagnies françaises, c'est très difficile, mais encore quand on vient de l'extérieur, c'est encore plus difficile. Et ça, c'est là que je crois, en tout cas le président et moi-même et l'ensemble du conseil d'administration et de l'équipe du festival, nous pensons pour l'instant, peut-être que ça va évoluer, va changer, mais en tout cas, nous pensons que peut-être qu'on a notre rôle à jouer là-dedans. C'est d'où l'idée de ces 4 jours de focus international et aussi le campus international qui est peut-être un petit pas
aujourd'hui, mais que j'espère, en tout cas, ça va être un grand pas. Même si ça ne suffira pas, et ce n'est pas l'idée du festival de faire ça. L'idée, c'est juste d'initier des bonnes pratiques, des échanges, et des échanges que là où ça manque, en tout cas, et là, du coup, mon côté kosovar va intervenir, et j'ai tendance à dire que la France est un pays extraordinaire. Et c'est vrai, je ne suis pas né en France, je suis arrivé, la France m'a accueilli, les Français m'ont accueilli à bras ouverts, et c'est grâce à cet accueil, je suis là, parce que je viens de nulle part et de rien, et j'avais rien quand je suis arrivé. Et je suis heureux aujourd'hui d'être là où je suis, parce que je peux travailler artistiquement, et c'est un des plus grands bonheurs qui m'est aujourd'hui sur Terre, à titre personnel. Maintenant, il y a quelque chose qui cloche un tout petit peu, et qui cloche peut-être dans l'ensemble de l'Europe, peut-être aussi. Et là, je vais sur l'aspect un tout petit peu politique. C'est-à-dire que la France, telle qu'elle est représentée, n'est pas le reflet que tels qu'ils sont le français, à mon avis. Je ne sais pas si je suis clair, mais en tout cas, les politiques françaises, le politique de la France ne représente pas l'accueil que les Français peuvent avoir envers les étrangers. Et ça fait des années que le festival, d'ailleurs, accueille 170 spectacles environ, à peu près à plus ou moins 5 spectacles par an ici. Ce n'est pas rien, en fait, c'est énorme même. Et il y a beaucoup de gens, beaucoup de Français, et notamment avec notre problématique, et j'ai fait tout un petit écart rapide au problème de migration qu'il y a eu, des réfugiés. Il y a beaucoup de Français et des associations françaises se sont portées volontaires pour aller accueillir les gens. Ça ne s'est pas fait parce que le politique, malheureusement, a freiné cet élan-là. Et donc, pour revenir au festival et revenir aux échanges, c'est là-dessus que parfois nous avons tous peur. On parle de la France, mais ça peut être un peu partout dans l'Europe. Cette peur d'y aller se confronter aux autres. C'est là que nous, en tout cas, à mon avis, c'est là où je m'occupe, moi, c'est du Festival d'Avignon, c'est que je ne vois pas suffisamment des équipes françaises qui voyagent aussi à l'étranger. C'est pourquoi cette idée de s'ouvrir et de créer cet échange, ces liens-là. Donc, du coup, en fait, et de plus, par rapport aux origines que tu as parlé, là je vois que par exemple Renato, on échange depuis 4 ans, on s'était vu la première fois, et je dis qu'on va y arriver. Il y a Lucia qui est dans la salle, et enfin ici, parmi nous, et il y a pas mal de personnes comme ça, des rêveurs qu'on a fait ça il y a quelques années, et on est là aujourd'hui, et c'est un petit pas, mais je pense que c'est très important pour la suite. L'Italie, la Grande-Bretagne, la Suisse, voilà, tous les pays européens, déjà il y a des difficultés. J'en parle pas de mes amis balkaniques, par exemple, qui rêvent de venir juste en spectateur à Avignon. Et aujourd'hui, ce n'est pas possible. Et pourtant, les échanges, ça peut être assez rapide et facile si on arrive à communiquer. Moi, j'arrive à communiquer, par exemple, avec les Balkans, et j'ai été plusieurs fois jouer là-bas, parce que je connais les personnes. Mais c'est dur, parce que pour les faire venir ici, c'est aujourd'hui presque mission impossible. Parce que c'est vrai que ça coûte très cher. Parce que c'est vrai que pour y arriver, il faut une véritable politique européenne, mutualisation. Et ça c'est pas impossible. C'est pas impossible. En tout cas, moi, je milite surtout au sein du AFC depuis quelque temps, enfin au sein du festival, pour dire que en fait, c'est un bonheur. On a tendance toujours à critiquer, mais par exemple, au sein du festival, tout le monde est représenté, que ce soit les grosses structures ou les petites structures, ou les artistes, ceux qui ne sont pas les artistes, les chargés de diff, tous les métiers sont représentés. Et c'est là peut-être, et je vais m'arrêter là parce que c'est pas tout est pas construit et tout n'est pas aligné. Je voyage un peu partout pour ne pas être très long, mais du coup ça devient très long. Mais c'est là que peut-être qu'il faut que aussi
qu'on travaille, c'est-à-dire qu'on arrive à redescendre un petit peu plus bas, plus près des artistes, plus près du public, et ne pas chercher des grands projets phénoménaux, extraordinaires, mais c'est plutôt rester pied sur terre et travailler à notre niveau. On peut faire beaucoup. Oui, justement, pour parler du public, c'est quoi ta position par rapport à la langue, au sous-titrage? Parce que ça, c'est vraiment un point important pour voyager à l'étranger. Je voulais savoir ce que tu en pensais. Alors, par rapport à cette position-là, je crois que nous raisonnons beaucoup avec une logique qui a fait un peu son temps. Je me permets de dire ça parce que je l'ai senti en voyageant. En fait, je fais partie de ceux, et il y en a beaucoup, qui s'en foutent un petit peu, entre guillemets, de comprendre. Ce qu'ils ont besoin, c'est de voir une autre culture qui vient dans le pays, et une autre pratique de travail, une autre façon de voir le monde. Et ce n'est pas que le spectacle qui est important, c'est avant, pendant et après le spectacle. C'est ça qui est très important. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir peur que le public ne comprenne pas tout, qu'il n'a pas saisi. Il ne faut pas avoir peur de faire des résumés de traduction, en fait. Moi, j'en ai fait un petit peu comme ça. J'ai été avec un grand auteur qu'on connaît de nom, Václav Havel, mais que personne ne connaissait ses textes vraiment concrètement, parce qu'il y en a, avec la pièce où j'ai été, elle n'était même pas traduite en albanais, par exemple. Et ben, les gens, voilà, ils lâchent en fait. Ils lâchent beaucoup plus. Et en France, voilà, on a un petit défaut, un tout petit peu encore, mais j'espère qu'en tout cas, avec le projet international, on va essayer de casser ça. On est un peu conservateur sur cette idée-là. Voilà. Je me permets de ça, mais peut-être que je me trompe. Non, mais c'est toujours pareil. Hein, on est toujours entre le réalisme et l'utopie, entre ce qu'on veut faire et puis concrètement entre le long terme et le court terme aussi, parce qu'on se met aussi à la place des compagnies qui à court terme veulent avoir un petit peu des réponses à ce qu'ils doivent faire, on va dire dans les mois qui suivent, et qui n'ont pas forcément la même ambition à long terme de vouloir changer les choses, changer le regard. Voilà, c'est toujours un petit peu difficile. Je me mets aussi à la place des compagnies qui cherchent des solutions concrètes à un avenir international. Je suis complètement d'accord avec Nixon. Et en plus, je veux dire, Avignon, c'est un festival tout à fait privé. Je veux dire, c'est un marché. Les entreprises sont les théâtres qui mettent son argent, et Paris, et sont les compagnies. Alors, ça devient dur, fait comprendre de prendre un Chekhov, un russe traduit en français. Ça c'est quand même le marché qui a aussi des règles de ne pas tomber dans l'eau. Et c'est normal. Et par contre, il y a une moralité institutionnelle culturelle qui fait si que la qualité et aussi la moralité de notre travail, il faut pousser un peu plus haute, oser. Et là, ce n'est pas seulement les bilans qui comptent. Et c'est naturellement, il faut compter sur les bilans. Mais il faut compter aussi à être tous sous une idée internationale. Et faire sentir aussi que les marchés s'arrivent, que les diffuseurs s'arrivent, que le public arrive. Et tu as raison, les gens s'en foutent, on ne comprend pas tout. C'est l'émotion qui arrive. J'ai travaillé dans le jazz avant et j'ai tourné tout le monde. C'est les deux langues que ça arrive, non? C'est la musique. Et je crois que ça peut arriver aussi au théâtre. Il faut juste oser et trouver les tourneurs de théâtre et aussi les bonnes pratiques des grands festivals qu'il y a, des subventions, de mettre en place un côté des subventions pour un projet mondial de culture mondiale. Ça doit être une bonne pratique de tous les grands festivals subventionnés et aussi un côté des liens, comment mettre les compagnies en relation pour arriver là, clair, que ce soit clair, un organisme international, peut-être européen.
C'est mon idée, mais je rêve, je le sais. Non, mais c'est bien, c'est bien. On est tous des rêveurs, sinon on aurait fait autre chose que de l'art. Voilà, on va passer à quelques questions. On a tous beaucoup de choses à dire, mais peut-être qu'il faut donner un petit peu la parole au public. I'm going to let the mic to the audience for a few questions. Est-ce que alors je vais donner le micro. Je vais donner le micro. Donc naturellement. Il y a beaucoup de gens qui veulent poser des questions, donc des questions courtes et des réponses courtes de notre part. Moi, c'est pas une question. Du coup, je parle à double casquette. François Villa, en tant que membre du conseil d'administration, donc je confirme ce que dit Nixon, quelque part. Au sein du conseil d'administration, la réflexion de l'international est très présente et quelque part, voilà, donc du coup, on en prend en compte et en même temps, voilà, donc c'est d'où l'importance aussi de ces rencontres aussi en même temps qui vont peut-être évoluer. La deuxième chose, je voudrais intervenir donc là en tant que directeur du festival de Barcelone avec Mathilde Moté qui est là-bas. Voilà, parce que nous, justement, le point de traduction, on fait un festival à Barcelone qui est à 200 km de Paris, de la frontière, et où la traduction est hyper importante. Je veux dire que quelque part, nous, notre public ne se contenterait pas d'un à peu près. Il faut que ça soit nickel chrome. Voilà, donc c'est vrai que, parce que du coup, il y a une envie d'entendre la langue et de comprendre à quoi ça correspond. Parce que du coup, c'est historiquement, la langue française a été apprise comment dire, à Barcelone, en Catalogne, en Espagne. Voilà, donc du coup, quelque part, le fait justement d'avoir le mot, donc du coup, et c'est vrai que du coup, c'est vraiment important de surtitrer. Moi, j'ai vu le flyer justement de surtitre en catalan là qu'on m'a donné là en anglais, donc à la manufacture. J'ai dit, voilà, pour nous, c'est important. Et c'est vrai que c'est un coût. Et c'est vrai que des fois, je me dis, ça serait important si jamais déjà au niveau comment dire, parce que après, on parle d'international, mais en même temps, après, toutes les pièces n'ont peut-être pas forcément la vocation à voyager international. Il y a des pièces qui sont oui, d'autres non, bon voilà. Mais celles qui se disent, tiens, on a un projet qui peut être voyager international, peut-être du coup, peut-être dans le budget de production, d'anticiper, de dire qu'on a une ligne un peu quelque part pour le surtitrage, quitte à être aidé plus tard par d'autres, mais en même temps que ça soit concret, parce que du coup, c'est vrai que ça permet aussi aussi que l'auteur, si l'auteur est vivant et que comme ça, quelque part, qu'il puisse avoir un retour un peu de sa traduction, comment sa pièce va être traduite. Donc ça, je me dis, ça c'est ce que je voulais un petit peu signaler ça, de l'importance de la traduction. J'ai passé excuse-moi de t'interrompre, j'ai passé la parole à Pierre-Yves. Pierre-Yves, je suis absolument d'accord avec vous. Certaines équipes artistiques essayent de le mettre dans le budget de production, sauf que c'est comme les frais de communication. Souvent, ce sont les deux postes qui dégagent. Parce qu'à un moment donné, pour boucler la prod, on se rend compte qu'ils n'ont pas suffisamment d'argent, que les subventions qu'ils ont demandées ou que le modèle économique fait que, voilà, à un moment donné, il faut enlever des choses et c'est souvent ça qui pêche. Je crois que Madame avait une question. J'ai plein de questions, mais je préfère démarrer seulement par une réflexion. Il y a 35 ans, on travaillait avec Strehler, on a amené partout au monde, dans beaucoup de pays de langues différentes, une The Tempest of William Shakespeare, mais en italien. Et je vous assure que personne au monde a demandé la traduction. Était tellement touché par l'événement théâtral qui était unique au monde. On a ouvert la première saison du Théâtre de l'Europe à Paris, etc., etc. Aux États-Unis, personne ne nous a demandé la traduction, même s'il y avait des livrets prêts pour être utilisés. Donc ça dépend avec quel texte, quel auteur, quel metteur en scène, quelle équipe. On est à un niveau vraiment excellent. Et les publics importants, très importants, étaient très curieux d'assister à quelque chose, à un événement extraordinaire. Dans les années, derniers 30 ans, on travaille beaucoup en amenant, par exemple, des compagnies italiennes ici au festival. Et on réfléchit toujours avec les régions, avant de les amener, disant quels sont les produits qui puissent plaire plus et mieux à l'étranger. Donc, bien sûr que s'il y a du visuel,
ça intéresse et ça intrigue beaucoup plus. Mais après, on a commencé à traduire aussi, pas seulement, il y a des pièces qu'on n'a jamais traduites, et jamais c'était la nécessité. Mais sinon, on a eu toute typologie toutes, 4 ou 5 typologies de traductions. Au fond scène, hein, comme ils font les Kazakhstan, ils feront prochainement, ils ont toutes au fond scène hein, une grande traduction. Ou latéralement, ou en haut, ou une personne qui intervenait à fur et à mesure pour des phrases principales. On a eu une compagnie Mutu de la Sicile, un spectacle d'une compagnie sicilienne, qui a, avec les sous-titres, qui a gagné le prix, comment dire, de premier spectacle parce que avait les Siciliens, joué sicilien, traduit en français. Et pour dire que c'est vrai qu'on peut aller au-delà de la traduction. Quand je vais voir les Chinois, ou le théâtre kabuki ou de nom, j'ai vraiment envie de voir leur culture, leur tradition. Voilà. On est en train de commencer un projet, ça sera une nouveauté pour l'année prochaine, à Malte. Donc on utilisera 2 ou 3 langues, italien, maltais, anglais et français probablement. Et là, on ne sait pas encore, mais il y aura un peu. On est encore dans la phase de création et ça sera pour le printemps prochain. Pour dire que tout ça, c'est intéressant. Voilà, je suis conscient qu'il faut laisser. Excusez-moi. Il y a d'autres personnes qui veulent intervenir. C'est le vécu. Laissez. Merci Je vous en beaucoup. Donc voilà, moi j'avais eu un petit commentaire aussi par rapport à, c'est une réaction, là je vois qu'il y en a qui se tournent, voilà. Donc j'avais une petite réflexion par rapport à ce que disait Nixon et par rapport aussi à ce que disait Pierre-Yves concernant tout à l'heure la question de la traduction, pour la traduction ou pour d'autres choses d'ailleurs. Ce renvoi qu'on fait souvent à l'Institut français, que je trouve absolument remarquable, etc., mais qui est tellement insuffisant pour des questions de budget, pour des questions de fonctionnement, pour des tas de questions qu'on ne va pas évoquer ici, parce qu'il ne s'agit pas non plus d'analyser ça maintenant. Mais pour moi, les fringes, c'est finalement ou les versions off, ça pourrait être vraiment, et là c'est là que je rejoins un peu Nixon, c'est vraiment des vrais endroits de circulation des œuvres, y compris dans d'autres pays, pour qu'on puisse justement se passer, je dis ça d'une manière tout à fait constructive, pour qu'on puisse un petit peu se passer aussi de ces aides très, très institutionnelles qui sont très difficiles à obtenir. La même remarque vaut pour Helvetia. Encore une fois, ce n'est absolument pas une critique. J'accompagne aussi des artistes en Suisse qui sont suivis par Helvetia et je connais tout le travail que vous faites en Suisse en faveur de la culture et du développement de la culture des formes artistiques suisses à l'étranger. Mais je suis des fois un petit peu soucieux pour les équipes artistiques. Je ne parlerai même pas des petites débutantes, mais je parle des équipes artistiques qui sont juste à cet endroit, vous voyez, avant d'être soutenu, parce que pour être soutenu par l'Institut français, vous devez être repéré par les réseaux. Être repéré par les réseaux, ça veut dire être subventionné, ça veut dire être coproduit et être coproduit par plusieurs personnes. Donc finalement, je m'inquiète parfois de ces compagnies qui sont à cet endroit-là, vraiment très près de et qui finalement pourraient trouver dans une circulation, je dirais, internationale, à Avignon, puis ensuite peut-être Édimbourg, puis ensuite peut-être Milano, pourrait trouver le souffle nécessaire pour pouvoir peut-être passer au stade supérieur. Enfin, c'est une remarque que je lance comme ça. Je ne sais pas quelles sont vos réactions à ça. Et puis je profite pour saluer Juliane que je connais et qui n'est pas à table, mais qui peut réagir aussi s'il le souhaite. Et puis Robin, enchanté Robin. Elle comprend pas. Je pense j'entends ta remarque. Je pense qu'il y a juste un petit malentendu. Quand j'ai cité l'Institut français tout à l'heure, je l'ai cité en tant que ressource intellectuelle, de connaissances sur le territoire. Il est évident qu'on sollicite également les équipes artistiques ou les professionnels que nous rencontrons nous-mêmes sur des fringes ou sur des rencontres IETM dont tu es coutumier. Donc quelles sont les ressources, pas financières, mais là en termes de matière grise, sur la connaissance, sur les us et coutumes. C'était à cet endroit que j'interrogeais, que je citais l'Institut français comme un partenaire privilégié. Oui, puisque tu soulèves c'est pas non plus c'était pas une réflexion par rapport à ta remarque non plus, c'était une réflexion plus générale sur le renvoi qu'on fait souvent dès qu'il s'agit d'aller à l'étranger.
ta remarque, ce n'est pas ta remarque en particulier, c'est une réflexion plus générale et qu'on ressort souvent lors de ce genre de rencontres. Et c'est vrai que voilà, c'était le questionnement du off. Merci Sergio. Ouais. Oui. Je vais juste proposer une dernière question. Est-ce qu'il y a d'autres réactions? Pardon, excusez-moi d'insister. Une dernière question et puis après on donnera le mot de la fin à chacun de nos invités. Bon, je voulais juste... Okay. Les deux dernières, alors. Voilà. Très court, alors, s'il te plaît. Oui, très court. Je voulais juste poser une question à Renato Lombardo par rapport... j'adhère totalement à ce qu'il dit Nixon aussi, l'ouverture, on est des rêveurs et c'est pour ça qu'on est là, justement. Mais comment faire pour rêver et organiser un festival quand l'institution avec laquelle, en Italie, on doit dialoguer en ce moment, c'est les Italiens d'abord? Merci. Alors, le festival, c'est un budget totalement indépendant. On fait, avec les théâtres, on fait une entreprise. En fait, chacun met sa part. Les compagnies vont partager la recette avec les théâtres à 50% et prendre en charge comme un avion, mais ils ne payent pas. Et nous, comme organisation, on essaie de trouver des sponsors et un petit d'argent de la ville pour faire le marketing territorial. Avec l'argent là, on couvre la pub pour tous les festivals. Et puis après, chacun fait comme on fait à Avignon. Mais c'était facile parce que c'est petit au moment. Et chaque quartier, il fait son boulot dans le quartier. Alors, on dit, on fait un grand festin, on commence, on va inviter des gens à venir de l'étranger. Il faut commencer à faire la fête dans son salon avant. Fait propre les salons, on commençait à dire à l'officier de l'appart, viens-toi, descends les marchands de souvient, tu organises une fête à la maison, après tu fais la place, après tu fais... C'est ça qu'on fait. On commence pour notre salon. Merci Renato. Une autre question ici. Ouais, je vais être très bref. Donc, je suis Daniel Madrid, formateur consultant en diffusion de spectacles vivants, basé à Toulouse, mais présent dans plusieurs régions de France, dont la Normandie, qui est pas très loin de la Bretagne. Non, ça c'est un petit clin d'œil. Donc c'est une double question, mais très courte et très simple. Il a commencé à répondre, le monsieur de Milan. Comment on va... Alors déjà, il y a deux choses différentes, parce qu'il faut distinguer un festival d'un showcase, d'un marché avec un showcase. C'est pas pareil, c'est des extraits de spectacles et les autres, c'est des entiers. Donc on sait comment on vient à Avignon, c'est de l'autoprogrammation, on va louer un théâtre, voilà, ok. Là on sait un peu comment on va à Milan. J'aimerais savoir comment on va à Brighton, à Édimbourg ou à Barcelone, tout simplement. Comment on peut aller dans ces lieux-là. Et deuxième question qui en découle, quelles sont les conséquences précises en termes de diffusion? C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui à Avignon que si on investit 15 000, 20 000, 25 000 et qu'on fait plein de choses avant aussi, il y a de l'argent plus après tout un travail de diff, on a potentiellement X 100 programmateurs qui pourront nous acheter. Donc la question elle est comment on y va et ensuite quelles sont les conséquences possibles en diffusion. Merci beaucoup. D'accord. Donc c'est une question. It's a question like for Julian and Robin, and they must be like, oh, at last there's a question for me. So the question was. How do you put your show in one of your festivals, and what are the consequences in terms of touring, promoters, and what can you expect? Julian, do you mind if I go first, just because my battery is about to die? Okay, Robin's first, of course. So the Fringe Society is in a very unique position. We operate differently from a lot of festivals, as I'm sure Julian will talk about in terms of Brighton Fringe as well, in that we don't select the work that comes to Edinburgh, we don't produce anything, and we don't commission any work. We work as a conduit, we underpin the festival, we bring the venue managers together to talk about issues, but ultimately there is no one person or venue that determines who or who cannot present at the Fringe. Okay, yes, I think your battery has definitely died. Julian, est-ce que tu veux répondre à la même question? Oui, je peux parler un peu d'Édimbourg aussi, parce que j'étais un directeur des lieux à Édimbourg aussi pendant 20 ans, donc je pourrais peut-être aider Robin un peu.
les démarches pour le festival d'Édimbourg et de Brighton sont très similaires en tant que festival ouvert. Il n'y a pas de critères de sélection pour participer dans le festival, mais il y a des critères pour participer dans certains lieux. Par exemple, si on veut participer dans un grand lieu, il faut poser candidature, tout comme si on participe dans un autre théâtre. Donc, si on veut venir dans le Warren à Brighton, ou bien Assembly Festival ou Pleasance à Édimbourg, on pose candidature pour y aller. Mais mes conseils pour des participants qui viennent de la France, c'est vraiment de prendre bien soin de ce que vous êtes en train de faire parce que ça peut coûter beaucoup. Ça coûte beaucoup de venir en Angleterre, en Écosse. C'est quelque chose c'est tout comme pour des Britanniques à Avignon. Mes conseils seraient très simples, c'est de venir en tant que spectateur pour l'expérience d'Édimbourg, pour l'expérience de Brighton, pour voir comment c'est. Et puis de faire vos rencontres. Vous êtes toujours là? Ok. Oui, vous êtes toujours là. Donc, non, j'ai perdu l'image, donc on a perdu Édimbourg. Mais c'est que de prendre autant de questions comme vous pouvez à propos de votre cas. Nous avons beaucoup de liens avec des Merci, excuse-moi de t'interrompre, Julien, merci. On arrive à la fin de notre intervention. Je vous remercie. Je te remercie beaucoup d'avoir pris ce temps-là. Je vais donner la parole aux autres invités qui sont là sur le plateau pour quelques secondes chacun, pour peut-être une note de fin, s'ils ont quelque chose à dire. Oui, je suis bien d'accord. C'était très intéressant. C'est pas moi qui suis maître du temps. Je dois terminer à la demi. Voilà. Moi, je m'adresse à Gabriel. Gabriel, est-ce que tu veux Juliane, apparemment, on a quelques minutes de rab, donc je t'autorise à finir ta phrase. Merci beaucoup. Mais on a pour les Français qui veulent venir en Angleterre, faire de prendre leur chance dans le marché ici. Nos conseils sont gratuits ici à Brighton, autant qu'à Édimbourg. Nous avons tout un département ici, une section de notre compagnie ici, les organisateurs du festival, qui se concerne entièrement pour les artistes. Et nous sommes là toute l'année, pas que pendant le festival. Nous avons il y en a 4 employés ici, et ainsi qu'à Édimbourg, ils ont même 7 ou 8. Et on prend nos conseils, et vous aurez beaucoup plus de chances de trouver du succès. Il y a beaucoup de gens. Je suis allé à Avignon plusieurs fois, et j'ai vu beaucoup d'échanges, mais pas autant qu'on peut avoir. Ça reste, même si c'est un très très grand festival à Avignon, c'est pas aussi international que ça ne pouvait être. Ok, merci beaucoup. Simplement pour les, moi je peux parler avec des personnes à droite à gauche après la rencontre, parce qu'encore une fois on doit laisser la salle. Je connais bien Édimbourg, donc si vous avez des questions, on peut en parler. Donc le mot de la fin maintenant. Je voulais juste remercier le festival de cette initiative. Je trouve que c'est absolument superbe, et je trouve que ces 4 jours ont été particulièrement bien organisé, bien pensé. Les thématiques sont intéressantes. Je voulais vous remercier de nous avoir invités, de m'avoir invité. Je voulais remercier Gabriel Baye de tout son travail. Je me joins aux remerciements et aux félicitations. Je trouve que c'est vraiment une excellente initiative, parce que c'est une vraie préoccupation des compagnies et des organes de soutien à la diffusion comme le nôtre, de savoir comment accompagner, comment aider les artistes à étendre leur territoire de diffusion. Donc ce genre de rencontre est vraiment très utile. Merci.
je pense qu'être ici, c'est déjà un match gagnant. Et ça veut dire quelque chose. Et parce que parler de l'international, c'est quelque chose qu'on parlait 4 ans avant. En fait, maintenant, on est là pour les 4 jours. Et j'espère qu'en finale des 4 jours, on aura aussi un petit protocole de lignes faites entre les festivals internationaux, peut-être, j'espère, pour démarrer à ligne internationale du théâtre international que les artistes puissent suivre. C'est que ça, c'est au début de vraiment des marches mondiales. Merci. Alors, donc, merci à vous d'être présents, en tout cas, et à vous, public. Juste par rapport au projet Campus International, la manière dont nous avons imaginé, mais ça peut évoluer, c'est parti d'une réflexion que je suis tout à fait d'accord. Au off, jusqu'à présent, il n'y avait pas beaucoup d'échanges internationaux. C'est vrai que la question internationale n'était pas prise suffisamment, en tout cas, au sérieux, même si il y avait beaucoup de compagnies qui étaient présentes. L'idée étant, c'est tous ceux qui sont invités à venir faire le festival dans le cadre du campus international, c'est pas au hasard, c'est des festivals, c'est des structures, c'est des pays qu'on travaille avec eux d'une manière que eux aussi puissent venir chercher des équipes qui jouent au festival off. C'est un échange, c'est un partage. C'est ça la condition première de cette idée-là. Elle peut évoluer, il faut que ça évolue, c'est parce que l'être humain est fait pour évoluer, il faut que ça bouge, mais en tout cas, elle part de cette idée-là, qu'on se force, nous, et eux aussi, tous ceux qui viennent ici, qu'on se force, nous tous, à travailler ensemble. C'est une urgence pour confronter toutes les idées extrêmes qui nous pendent au nez. Voilà. Ces 4 jours, enfin ça aujourd'hui c'est le premier jour, c'est une super journée. Ces 4 jours, on n'attend rien, mais tout peut arriver. Merci à vous. Merci à tous d'être venus. Merci à Robin qui nous a quittés sur batterie défaillante. Merci à Juliane. Moi, je remercie aussi Gabrielle pour toute son organisation. Elle a travaillé comme une dingue pour réunir tout le monde. Nous, on est tous un petit peu dans le festival, à droite, à gauche. Donc, si vous nous rencontrez, n'hésitez pas à nous interrompre. Et puis, si on a le temps, on pourra échanger un petit peu. Voilà, merci beaucoup.